On en fait quoi de tout cela? On dit que c'est des débiles, que les parents s'en occupent mal? Ben non, on leur donne pas de travail et on fait ce qu'il y a à faire nous. Au pire, si vraiment on est obsessionnel du travail, on rend une étude obligatoire après la fin des cours et les enseignants vont faire le travail qu'ils vont demander aux enfants. Sinon, je vois pas bien l'intérêt. Par contre, apprenez aux parents à ouvrir le cartable de l'enfant pour discuter avec lui de ce qu'il a fait. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile pour que les enfants puissent apprendre et travailler. Donc, dans ces principes-là, un des gros manquements de l'éducation nationale et qu'on a malheureusement tendance à reproduire, c'est que l'éducation nationale ne vous demande pas de penser, elle vous demande de reproduire de façon générale. On bachote, c'est le terme usuel, hein, on bachote pour avoir son bac, on bachote pour avoir son brevet, on ne pense pas. Or, le libre arbitre est un cadeau divin, c'est-à-dire que c'est la marque qu'Allah Azzawajal a mise à l'intérieur d'une seule créature, c'est nous. Il n'y a aucune autre créature en ce bas monde qui a le libre arbitre. Nous sommes les seuls à pouvoir choisir de croire ou de ne pas croire, de bien agir ou de mal agir. Parce que je vous rappelle que les animaux ne sont pas méchants en fait. On dit souvent ça par abus de langage, le chien il est méchant, le serpent il est méchant. En fait non, ils agissent conformément à des règles qu'ils ont reçues, mais c'est pas sciemment qu'un serpent vous a piqué en fait. C'est pas parce qu'il vous déteste, c'est pas... Par contre un humain, quand il vous fait du mal et qu'il est en âge de raison, c'est sciemment qu'il l'a fait. C'est la petite nuance, c'est la petite différence. Ce libre arbitre nécessite qu'on apprenne aux enfants à penser et donc, in fine, à remettre en cause l'autorité tout simplement, le cadre dans lequel ils sont en train d'exercer. Ça veut dire que chaque enseignant doit accepter d'être remis en cause à un moment par un élève qui peut lui dire là je suis désolée, tu te trompes. Moi je vois pas les choses comme ça. Et c'est cet élève-là qui vous fera avancer beaucoup plus que le petit obéissant du premier rang qui dit oui maîtresse, d'accord maîtresse, ok maîtresse, et qui fait tout ce que vous lui demandez. Celui-là il vous posera des problèmes mais plus tard. Intéressez-vous à celui qui vous dit moi je n'ai pas compris ou moi je ne suis pas d'accord. Et pour ça, on met en place des outils, on met en place notamment des temps de parole ritualisés dans les écoles, qu'on appelle causerie, qu'on appelle quoi de neuf, qu'on appelle conseil de classe, qu'on appelle ce que vous voulez, un lieu où tous les jours, les enfants rassemblés par classe, et puis une fois par semaine rassemblés dans toute l'école, discutent, font une choura. Rien de plus, rien de moins. Et où chacun a la valeur de ce qu'il est en train de dire. C'est pas parce que je suis au CP que ce que je dis ne peut pas être entendu et appliqué par les CMI. Si c'est pertinent et si c'est validé par la Shoura, alhamdoulilah, on le prend, même ça vient d'un grande section. Et ça donne la possibilité aux enfants non seulement d'investir les règles, mais surtout de réfléchir et de penser comment on peut faire. Plutôt que l'adulte trouve une solution pour l'enfant, demandez à l'enfant d'être acteur et de trouver cette solution. Et vous serez surpris du résultat. Les enfants ont des ressources vraiment illimitées et sont surprenants dans toutes les possibilités, dans tout ce qu'ils peuvent trouver en fait, comme moyen de se sortir de situations extrêmement difficiles et auxquelles nous n'avons pas forcément pensé. Un temps de parole ritualisé, c'est aussi donner aux enfants la possibilité de proposer des projets, la possibilité de régler des conflits, autrement qu'avec 1000 points. Si je sais qu'à un moment donné, dans la journée, on va me donner mon temps, on va me donner mon dû, et je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire, je suis tout de suite pacifiée et ça va. Imaginez-vous dans vos foyers, votre conjoint, votre conjointe vous donne jamais le temps pour que vous puissiez lui expliquer les problèmes que vous avez ou ce que vous ressentez. Vous allez l'assaillir de questions à partir du moment où même où il a passé la porte. Si vous savez que c'est planifié dans votre temps, vous aurez votre temps et vous aurez le temps de parler de cette chose-là, vous ne sentirez pas le besoin de vous accrocher et de parler à un moment qui n'est pas approprié. C'est exactement pareil pour les enfants et on règle les problèmes de maîtresse il m'a fait ça, maîtresse il m'a dit ça, maîtresse il m'a fait ça, maîtresse j'en ai marre de ça, maîtresse si, ça. Parce qu'on peut dire à l'enfant j'entends et on traitera à ce moment-là.
Dans les conseils d'école, les assemblées d'enfants, les assemblées générales des enfants, que je vous conseille de mettre le vendredi, parce que c'est un jour particulier, et on peut comme ça enseigner aux enfants tout ce qu'il y a de particulier dans cette journée-là, vous verriez la somme de choses qu'on peut régler avec les enfants, c'est impressionnant. On a par exemple, nous, pacifié nos problèmes de violence dans la cour de récréation, que l'école se traînait depuis 5 ans, depuis 6 ans, hop, on les a balayés. Pas nous, les enfants. En trouvant des solutions, et en les appliquant, et en regardant 15 jours après, 3 semaines après, 1 mois après, ben, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu? Dans ces assemblées, les enfants gèrent le temps, gèrent la parole, qui parle, quand, comment et pourquoi, gèrent la prise de notes, font des exercices sans qu'ils s'en rendent compte. Eux, ils aiment bien les assemblées, ils n'ont pas l'impression de travailler. Sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train d'obtenir des bases de ce qui conditionne la réussite universitaire notamment. La capacité à synthétiser est une donnée qui fait défaut aux étudiants de première année et même de beaucoup plus loin. Si j'ai été secrétaire de séance durant toute ma primaire et que je me suis exercée à ça, ça devient simple pour moi en fait de résumer une pensée parce que je suis capable d'écouter l'autre. On m'a appris à le faire. Si on m'a jamais appris à le faire, vous pouvez lire tous les livres de théorie que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Ou ce sera beaucoup plus compliqué, ou vous prendrez tout en note. Et vous serez épuisé au bout de 3 heures de cours à la fac, parce que les profs parlent beaucoup quand même en faculté. Donc, pour obtenir un projet cohérent, il faut penser global, il faut penser transversal, et il faut penser interdisciplinaire. Et c'est comme ça que vous verrez que vous dégagerez du temps dans des activités qui vous paraissent à la base vous en faire perdre. Parce qu'on va me dire, c'est bien sympa de faire parler les enfants, mais bon, quand même, ça fait perdre du temps, ils vont pas à l'école pour discuter. Bah si, en fait. Ils vont principalement à l'école pour discuter, parce que c'est dans l'interaction avec l'autre qu'on se construit. La sociabilité, il ne va pas l'apprendre de moi à lui, il va l'apprendre parce qu'il vit dans un groupe. Donner son dû à l'autre, il va l'apprendre parce qu'il vit dans un groupe. Écouter, il va l'apprendre parce qu'il vit dans un groupe. Ce qui nous amène ensuite à un principe éminemment islamique. Nous avons des droits si nous nous acquittons de nos devoirs. C'est ça. Les enfants apprennent dans ces lieux-là qu'ils ont des droits et qu'on les respecte dans leurs droits, à condition de s'acquitter de ses devoirs. Et ce qui est difficile pour eux à la base, ils deviennent ensuite beaucoup plus durs que nous. Attention, toi, tu n'as pas respecté tes devoirs. Là, tu viens de couper la parole à un tel, ça va pas du tout. La règle, c'est on s'écoute. Tu n'as pas levé la main. Tu perds donc le droit de parler pour ce tour-là, parce que tu n'as pas levé la main. Sans que l'adulte intervienne. Ces outils pédagogiques dont je suis en train de vous parler sont couverts par une appellation dite des pédagogies nouvelles. Ces pédagogies nouvelles n'ont rien de nouvel, parce que comme Montessori, elles datent du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe pour certains, mais elles ont gardé l'appellation nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elles se considèrent en perpétuelle recherche de sens. Et c'est en ça qu'elles m'intéressent, parce que l'islam c'est aussi ça, c'est une recherche perpétuelle de comment on va faire pour s'améliorer soi-même. En éducation, on n'écrit que des livres inachevés. J'ai pas la réponse à tout, et personne ne peut avoir la réponse à tout. L'éducation, elle doit être contextualisée, et elle doit faire en fonction des enfants qui lui sont confiés dans un contexte donné, avec un temps donné. Ces pédagogies, elles se proposent de mettre l'enfant au centre du système éducatif, pour de vrai, puisque l'éducation nationale a le même programme. Si vous regardez les programmes sur EduScol, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle donne des outils de manipulation notamment, de réflexion, qui permettent aux enfants d'être acteurs et donc bâtisseurs de leur savoir. Ce qui change complètement la donne de... L'antimodèle de ce que je vous dis, c'est exactement la configuration qu'on a là. Moi, je parle et vous m'écoutez. Et voilà, dans une école, ça ne devrait jamais arriver presque ça. Parce que c'est un anti-modèle de pédagogie. Si vraiment on avait plein de temps et qu'on voulait organiser les choses de telle façon, l'idéal aurait été qu'on soit toute une journée et qu'on joue à faire l'école. Et là, on aura avancé, alhamdoulilah, on aurait produit et vous auriez construit le projet éducatif que vous voudriez voir vivre dans une école.
Ben, les enfants, ils font exactement la même chose, en construisant, en ayant des outils, mais tous ces outils, aussi performants soient-ils, ce ne sont que des outils. Si je les utilise à des fins de performance, ils me servent à rien. On en revient toujours à la base de ce que je vous disais, c'est quel est mon projet pour que je puisse utiliser ces outils. C'est quoi qui m'intéresse? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Et ensuite seulement, je peux prendre des outils. Ces pédagogies dites nouvelles sont pour moi l'outil le plus islamique que j'ai trouvé en matière de pédagogie dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle respecte l'enfant. Alors oui, ils n'appellent pas ça la prime nature, ils appellent dans son désir d'absolu, dans sa relation avec la transcendance. C'est pareil, ceux qui ne connaissent pas l'islam en fait. Si on leur expliquait, ils diraient bah oui, c'est ça en fait. Mais bon, ils n'ont pas eu la chance de recevoir le message. Qu'Allah puisse les guider. Le fait est qu'ils nous disent voilà, l'enfant, il vient comme il est. Et on ne lui demande pas d'être quelqu'un d'autre. Le concept même de devenir élève, il ne m'intéresse absolument pas. Je ne veux pas que les enfants qu'on me confie deviennent des élèves, je veux qu'ils deviennent des adultes. Des adultes à part entière, avec qui ils sont, comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, et la volonté sincère de se réformer et d'avancer. C'est ça que je veux. Je ne veux pas qu'ils deviennent élèves, je ne veux pas les transformer. Je veux les accompagner dans leur chemin. Et c'est pas du tout la même chose, et c'est pas que des mots. C'est tout un état d'esprit. Et ça évite les phrases de « tu ne changeras donc jamais ». Oui, c'est ça. Il ne va pas changer en fait. Il va s'amender, il va se réformer, il va vivre avec son défaut, quel qu'il soit. Et on va l'accompagner dans cette possibilité. Pourquoi ces pédagogies me paraissent islamiques? Parce qu'elles ont pensé la réussite comme une fin et non pas comme un moyen. Ces écoles-là se fichent de savoir si les élèves qu'elles accueillent deviendront ingénieurs ou polytechniciens ou énarques, je ne sais pas trop quoi. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si ces enfants-là seront des acteurs utiles à la société dans laquelle ils vivent. Et c'est le mot « utile » qui m'intéresse. Parce qu'en islam, on est tous perdus, sauf ceux qui prient, qui s'enjoignent mutuellement la patience et qui font des bonnes œuvres. Ces gens-là sont utiles, on est d'accord, hein. Et ceux-là, ils ne sont pas perdus. Tout le reste, sinon, on est perdu. Et plus le temps passe, et plus on est perdu. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que mon enfant, que j'ai confié à cette école, va pouvoir devenir un être utile? Parce que, clairement, si demain, la communauté musulmane disparaissait de France, par je ne sais pas quel biais, quoique j'ai quelques idées, mais on ne va pas en débattre là, qui nous pleurerait? Posez-vous la question. Alors peut-être que le contexte est différent à Mantes-la-Jolie qu'à Lyon. À Lyon, personne ne pleurerait. Je vous dis, à Mantes-la-Jolie, je ne sais pas si on vous pleurerait ou pas. Toujours est-il que personne ne nous pleurerait parce qu'on manque à personne en fait. Parce qu'on sert qu'à nous. On n'est pas utile. Devenons utiles. Et le jour où on deviendra utile, on démontrera, sans avoir besoin de crier, de manifester, de dire qu'on est des victimes, on démontrera que notre message, il est universel. Il n'est pas pour moi, il n'est pas pour ma sœur, il n'est pas pour mon frère, il est pour tout le monde, il est universel. Et c'est votre devoir, en tant que croyant, que de pouvoir être miséricordieux avec les et de pouvoir transmettre ce message que vous avez eu la chance d'avoir. Rappelez-vous ça, je sais qu'on a tendance à être incrassé, une chance que vous avez d'être musulman aujourd'hui. Alhamdulillah, c'est un cadeau. C'est pas donné à tout le monde. Et quand, subhanallah, on nous voit où on est triste, où on est rebelle, où on est revendicatif, à croire qu'on n'a pas reçu la meilleure des guidées, subhanallah. C'est nous qui devrions être des moteurs et des locomotives avec des sourires jusque-là, parce que ce qu'on vit, on a vraiment de la chance. Masha'Allah. Allah, il nous a choisis, il nous a touchés par sa lumière. Et il a dit, toi mon serviteur, je te veux toi. Et on a répondu à son appel, alhamdulillah. C'est énorme, c'est énorme. Et comme on a un peu égoïste sur les bords, on se dit, ouais, moi je vais le garder pour moi tout seul. Ben non. Notre travail, c'est d'aller montrer aux autres à quel point c'est énorme, à quel point c'est révolutionnaire d'être un musulman.
Et ça, dans nos écoles, quand on aura fait ça, croyez-moi que des non-musulmans feront la queue pour venir dans vos écoles. Ils font la queue pourquoi? Parce que la vérité, elle reste toujours la vérité. Vous pouvez lui faire porter les vêtements que vous voulez. Un parent qui sera soucieux du bien-être de son enfant et qui verra qu'on respecte les enfants dans les écoles musulmanes et qu'on les accompagne pour être qui ils sont, il frappera à votre porte. Charge à vous ce jour-là de bien l'accueillir. Et ce jour-là, vous pourrez dire Alhamdulillah, on a fait un pas vers l'universalité de l'islam. En matière de pédagogie, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est mon combat? Parce que c'est la base. L'éducation, c'est la base. Sans éducation, pas de réforme possible. L'éducation dans vos foyers, l'éducation dans nos écoles, elle va conditionner la société de demain. À mon avis, même s'il y a deux écoles sociologiques qui s'affrontent sur ce terrain-là, c'est pas la société qui transforme l'individu, c'est l'individu qui transforme la société. C'est l'individu qui vient avec ses valeurs, avec ce qu'il a reçu, avec ce qu'il est capable de transmettre et qui modifie petit à petit. C'est un travail de fourmi, la société dans laquelle il vit. C'est pas la société qui le corrompt, c'est l'individu qui corrompt la société. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et moi, je crois ça parce que Allah, dans le Coran, il nous dit qu'il ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il n'aura pas changé ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est donc l'individu qui a un poids sur la société, et pas l'inverse. Tant que dans nos écoles, dans nos structures, on continuera à faire porter le chapeau de tous nos errements à la société, on n'aura rien compris. La famille, c'est la cellule souche. C'est elle qui va muter, s'agrandir, pour envoyer ensuite des cellules dans le corps social. C'est comme ça que ça marche, on est d'accord? Donc, nos écoles vont permettre à ces enfants issus de ces cellules souches de s'épanouir pour être à leur tour d'autres cellules qui vont intégrer le corps social et qui vont le transformer, bihaoulillah, de l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas autrement. Il n'y a pas d'autre biais possible. Je ne peux pas dire je vais prendre une institution de force et je vais la changer malgré elle. C'est pas possible. Je vais la changer par mon comportement, celui de mes enfants et celui des enfants qui me sont confiés. Donc dans ces écoles qu'on veut ouvrir, qu'on souhaite ouvrir en tous les cas, on a donc des moyens d'action à notre disposition qui sont ces moyens pédagogiques dont je viens de vous parler, mais toujours raccrochés à quelle est ma volonté, quelle est l'intention que je mets en fait derrière cette volonté d'ouvrir des écoles. On ouvre des écoles qui sont vraiment républicaines. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des écoles contre, des écoles en... Non, on est en lien et on est parfaitement dans le sujet de la société dans laquelle on vit. Une des devises de la République, c'est écrit sur toutes les écoles, sur toutes les mairies, c'est liberté, égalité et fraternité. C'est éminemment islamique. Et c'est exactement ce que nous voulons pour nos écoles. Nous voulons la liberté comme cadre d'action dans nos écoles. Parce que pas de contrainte en religion. Je vous ai dit libre arbitre tout à l'heure. On ne force pas quelqu'un. Parce que s'il le fait, il le fera pour vous faire plaisir et vous aurez perdu le bénéfice de son adoration. Vous devez l'amener dans le cadre de sa liberté qui lui est propre, à trouver le chemin. Quand le chemin il est clair, en général, on a tendance à le prendre. L'égalité est votre moyen d'action privilégié. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de je t'inscris dans mon école parce que je t'aime bien, même si tu ne corresponds pas du tout au projet pédagogique. Je parle des parents, je ne parle pas des enfants, parce que les enfants conviennent tous à toutes les écoles. Toi, tu es le fils d'un tel, c'est pas grave si tu fais des bêtises, on va rien te dire. Non, il n'y a pas de ça. Il y a une égalité de traitement dans les enfants. Et il y a une égalité entre les enfants. Toi, c'est pas parce que tu es plus grand que tu vaux mieux que celui qui est plus petit. Toi, c'est pas parce que tu es fort en maths que tu vas écraser celui qui est pas bon en maths. C'est pas comme ça que ça marche. Une égalité de traitement. Vous êtes tous des frères et des sœurs en Dieu, et vous portez chacun une facette d'un savoir qui, mis bout à bout, forment une mosaïque. C'est pour ça que le prophète nous a dit que le musulman, il vit en groupe, il vit en umma. Il a une communauté. Parce que chacun d'entre vous,
vous avez une petite pierre à apporter à l'édifice de cette communauté. Et s'il manque une petite pierre, ça ne va pas. Personne n'est inutile. Chacun avec ses compétences, il peut apporter à cette mosaïque-là. Et dans nos écoles, c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre aux enfants. Personne n'est inutile. Tu m'intéresses avec ce que tu es toi, avec ce qu'on t'a donné à toi, avec cette compétence-là, avec cette particularité-là, tu m'intéresses. C'est ça qui est quand même fondamental. Et enfin, nous avons la fraternité comme objectif. C'est ce que nous voulons pour les enfants. Nous voulons des liens de fraternité si forts entre eux qu'ils agiront en vrais frères et en vraies sœurs les uns envers les autres. Donc, on a bien notre devise, la liberté, l'égalité et la fraternité. On ouvre donc des écoles républicaines. Et ça, il faut être capable de le porter et il faut être capable de le faire entendre. On n'ouvre pas des écoles différentes, on n'ouvre pas des écoles pour vous expliquer que vous faites très mal votre travail, on ouvre des écoles pour vous dire que nous participons à la République et que notre message, puisque c'est la grande question, l'islam est-il soluble dans la République? Je crois que tous les ans on nous ressort la même question. L'islam n'est pas soluble dans la République, il n'y a pas à se dissoudre dans la République. L'islam inclut la République. C'est pas la même chose. Il n'a pas à se dissoudre, il n'a pas à savoir s'il est soluble ou pas. Les valeurs, les vraies valeurs, la République, je ne parle pas du dévoiement des valeurs auxquelles on est en train d'assister, sont les nôtres. Elles sont donc islamiques. Et ça, il faut le dire. Et je veux dire, je le dis là devant des musulmans, mais je porte le même discours devant des non-musulmans. Dernièrement, à Lyon, on m'a demandé, dans un cadre non-islamique, d'animer une conférence où il y avait monsieur le préfet et monsieur le conseiller général du département du Rhône. J'ai tenu exactement le même discours. Je n'ai pas à me dissoudre dans la République. Mon message est universel et il contient la République. Il contient la République. Je n'ouvre pas des écoles confessionnelles, j'ouvre des écoles révolutionnaires avec une éthique différente faite pour tous les enfants. Je n'ouvre pas des écoles que pour les miens. C'est un projet de société. C'est pas un projet de oui, il nous manque des écoles, peut-être qu'on devrait faire ça. Non, c'est un vrai projet de société. Il faut être convaincu que c'est comme ça qu'on arrivera à réformer la société dans laquelle on vit. C'est un projet de société. C'est pas un projet de on se regroupe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos enfants, parce que l'école dans laquelle ils sont pas bien. Non. C'est un vrai projet de société et il faut le penser. Il faut le penser comme tel, en fait. Il ne faut pas penser que ces projets-là, c'est juste un entre-soi, pour qu'on soit au chaud bien ensemble et qu'on se dise « Ah, machallah, c'est bien ce qu'on fait quand même. » Non. C'est qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi l'étape d'après pour arriver à peser dans le bon sens du terme, à montrer qu'on a une pierre à apporter à l'édifice éducatif de notre pays. Pas une pierre contre, une pierre avec. Et il me semble que c'est fondamental de pouvoir l'entendre, de pouvoir en être conscient. Si je résume, dans ce qu'on a dit, la première des choses, c'est de savoir pourquoi on ouvre des écoles. C'est donc l'intention, comme dans toute action de n'importe quelle croyance, c'est l'intention qui va conditionner ce que vous allez faire. L'intention, elle se renouvelle chaque jour, chaque instant, et dans une école, elle se renouvelle tous les ans. Je m'explique. On bâtit des projets éducatifs et des projets pédagogiques, et ces projets éducatifs et ces projets pédagogiques, tous les ans, on les réévalue et on les modifie tous les 3 ans. On les réévalue pourquoi? Parce que je peux avoir une intention A et arriver à un projet B. Ça veut dire qu'il y a quelque part, on s'est trompé. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et on réforme et on avance. Si on ne se questionne jamais et qu'on se dit « Ah oui, quand même, c'est vraiment très très bien ce qu'on fait », ça ne servira à rien. Donc, quand vous aurez votre école, qu'Allah vous l'accorde, soyez des miroirs pour les frères et les sœurs qui porteront ce projet. Des bons miroirs. Quand c'est bien, quand ça va pas, ça va pas. Parce que c'est comme ça, dans un va-et-vient incessant entre le corps enseignant et le corps des parents, on avancera. Ça, c'est un principe duquel je n'ai pas parlé,
et qui est extrêmement important, c'est la coéducation. On n'ouvre pas des écoles contre les parents ou sans les parents. On ouvre des écoles avec les parents et avec les enfants. Et les parents doivent s'investir dans l'école dans laquelle ils mettent leurs enfants, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit que vous les mettiez ici ou que vous les mettiez ailleurs, vous devez vous investir parce que même si vous les confiez à des écoles, vous restez prioritairement responsable de leur éducation. Personne ne les éduquera à votre place. D'ailleurs, on n'éduque pas les enfants dans les écoles, on les instruit. L'éducation nationale, c'est un peu de la propagande de dire ça. C'est à dessein, c'est dans l'histoire de la Troisième République. Au début, ça s'appelait l'instruction publique, l'éducation nationale. Et je trouve que c'était plus juste comme mot. C'était effectivement donner des bases de l'instruction publique, c'est-à-dire qu'on permettait à chacun de s'y rendre et c'était gratuit. Et puis, on a découvert que finalement, instruire les enfants, ça pouvait être éminemment politique et qu'on pouvait faire acte de propagande à l'intérieur des écoles. Et donc, Jules Ferry a nommé les instituteurs les hussards noirs de la République, c'est-à-dire qu'ils étaient les soldats non armés de la République pour mettre le français, qui n'était pas la langue parlée la plus en France, hein, il y avait des patois de dialecte, dans le cœur des petits-enfants, et l'amour de la République. C'était ça le travail des instituteurs, et donc progressivement, on est passé de l'instruction publique à l'éducation nationale. Tout ça pour vous dire qu'à l'éducation nationale, c'est très dur de trouver sa place souvent. Si vous voulez rentrer dans une classe, c'est compliqué. Il y a des processus, etc. Dans nos écoles, elles doivent être ouvertes. On n'a rien à cacher. Il y a des procédures, il y a des processus, mais au contraire, si un parent veut mener un atelier, veut faire une activité, qu'il vienne, il est le bienvenu. Ça montrera à l'enfant qu'il y a une cohérence entre son projet à l'école et son projet à la maison. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est un projet coéducatif. On le fait en interaction, dans l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, c'est de comprendre que son papa, sa maman sont en accord avec l'enseignant, l'enseignante qu'il a toute la journée. Parce que si je passe ma vie à critiquer l'école devant mon enfant, il y a peu de chances qu'il va donner une crédibilité quelconque à l'enseignant qu'il a. En plus, si je passe ma vie à critiquer mais que je fais rien pour le changer, j'ai appris à mon enfant en fait qu'on pouvait se permettre d'être médisant et qu'on pouvait ne rien faire pour aider un frère ou une sœur dans la difficulté. Voilà, il faut se poser les bonnes questions quand même. Je vous rappelle aussi quand on a une école et qu'on la paye, puisqu'on est habitué en France à avoir une école gratuite, vous ne la payez pas en fait pour qu'on s'occupe de vos enfants à votre place en fait. Vous la payez simplement pour que les gens qui sont en train d'instruire vos enfants reçoivent une rémunération pour leur travail. Donc en aucun cas, vous pouvez dire je paye et je ne comprends pas, mon enfant il n'est pas éduqué. Ce n'est pas le travail de l'école de l'éduquer. L'école l'instruit et lui offre à la marge des possibilités d'éducation dans son frottement avec les autres. Mais si l'école elle a instruit votre enfant, elle a fait son travail. Et si votre enfant il n'est pas éduqué, c'est que c'est vous qui n'avez pas fait votre travail, pas l'école. Et ça c'est important. Ne faites pas porter à vos écoles ce qu'elles ne peuvent pas, ce qu'elles ne doivent pas porter. Souvent, on entend, oui, depuis que je l'ai mis à l'école, ça l'a changé, il y a un problème si ça l'a changé. Je ne sais pas comment elle est ton école, mais il y a un souci. Pourquoi ça l'a changé? Qu'est-ce qui l'a changé? Il est devenu plus obéissant, ça veut dire que chez toi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre, il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut réfléchir. Je ne donne pas mon enfant pour qu'on me le transforme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. La coéducation dans nos écoles qu'on doit ouvrir, elle est centrale et elle est extrêmement importante. Ça veut dire que vous devrez prendre parti dans vos écoles et prendre acte et vous engager au sein de ces projets-là. S'engager, ça veut dire qu'on s'engage avec ce qu'on sait faire. On ne va pas donner plus que ce qu'on a reçu, mais ce qu'on a reçu, on va le donner. Et c'est, à mon sens, extrêmement important que ces principes-là soient adoptés dans les écoles dites de référence islamique, de référence musulmane, parce que c'est que dans la coopération, dans la coéducation, qu'on peut mener à bien des projets. Ce que je vous ai dit, il n'y a pas une personne, pas un groupe de personnes qui a la science infuse et les autres n'ont rien reçu. Tout le monde a reçu quelque chose. Plus je me prive du savoir de quelqu'un, moins
je vais avoir baraka dans mon projet. Et je vais perdre du sens, je vais m'appauvrir parce que je vais rester en vase clos entre moi-même et je ne vais pas avoir l'apport de son œuvre, de visions différentes en fait. Hein. Je vous rappelle que la différence de pensée est un bienfait en islam. C'est une bonne chose qu'on ne pense pas tous la même chose parce que chacun va détenir une partie de la vérité. Et à nous tous, peut-être qu'on va pouvoir arriver à faire un chemin plus clair, plus limpide. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Et puis je vais laisser place à vos questions pour qu'on puisse échanger plus en profondeur sur ce qui vous paraîtrait pas clair. Voilà. Merci encore une fois à vous, Madame Karima Mondon, pour à la fois ces réflexions, ces analyses extrêmement pertinentes. Alors, on apprend beaucoup plus rapidement, en tout cas, que dans un groupe. Jusqu'ici, c'est logique. Après, si vous faites le choix d'inscrire à domicile, je vous l'ai dit au cours de l'intervention, le socio-constructivisme, c'est-à-dire le frottement entre deux pensées, est essentiel. C'est-à-dire que inscrivez votre enfant à la bibliothèque, inscrivez-le à des activités parascolaires, culturelles, je ne sais pas, mais s'il aime la poterie, inscrivez-le au club de poterie de votre ville. Enfin, trouvez-lui des activités qui lui permettent d'être en contact à un autre moment avec des pairs, c'est-à-dire avec des enfants de son âge avec lesquels il pourra échanger, parce que c'est aussi comme ça que l'enfant apprend. Voilà en gros quelle est ma position. Ça dépend vraiment de chacun. Il faut savoir aussi avoir une grosse base de patience parce que c'est compliqué d'avoir les enfants tous les jours à la maison et d'être donc disponible 24 heures sur 24 pour eux. Je crois que même dans les endroits où on inscrit en famille, il faut permettre aux parents qui a cette charge-là d'aller souffler une fois par semaine et qu'il aille lui-même apprendre ou se ressourcer dans un cercle de réflexion, pour pouvoir prendre un temps à la bibliothèque pour lui-même lire, pour être ressourcé et pouvoir redonner ce qu'il a eu. Voilà en gros ma position, voilà, j'ai pas de c'est bien, c'est pas bien, ça dépend vraiment du projet de chacun. Mais après, il faut vraiment être organisé, planifié. Et après, ça devient compliqué, plus les enfants sont grands, plus ça devient compliqué parce qu'au primaire, je peux appeler